Bonjour à tous et bienvenue. Dans quelques jours débutera cette Coupe du Monde et je vous propose une petite entrée dans les backstage parce que vous allez voir, il y a plein de choses à dire. Alors évidemment, vous avez vu énormément de documentaires, d'articles et de campagnes liés aux problèmes de cette Coupe du Monde pour son organisation, évidemment les morts sur les chantiers. Et il y a quand même eu d'autres articles qui n'ont pas fait tant de bruit mais qui sont quand même scandaleux. C'est notamment l'énorme opération de hacking réalisée par le Qatar avec une boîte diligence notamment d'anciens mecs du MI5 et de la CIA. Donc en fait, on a espionné, on a cyberharcelé et tout le reste de potentiels opposants, des voix dissonantes. Ça pouvait être des politiciens, ça pouvait être des gens du foot, des journalistes ou que sais-je encore. C'est le Sunday Times qui avait révélé tout cela. Et notamment, on s'est rendu compte que plein de gens de la FIFA étaient mis sur écoute et étaient espionnés par le Qatar. Alors bien entendu, il y a plein d'autres États qui font ça pour l'organisation de compétitions sportives ou tout simplement pour des opposants politiques ou pour savoir ce qui se fait ici et là. Le truc évidemment, c'est qu'il ne faut pas trop se faire choper. Là, on remarque quand même que le Qatar s'est souvent fait choper et surtout, à la place de la FIFA, tu te dis, mais attendez, normalement, ils sont ensemble, et là tu te rends compte que le Qatar espionne en fait des gens de la FIFA, etc. Et ben en fait, depuis un moment, tu as des relations fraîches, très fraîches, entre la FIFA et le Qatar. En fait, en on, tout va bien, on va te dire que oui, c'est magnifique et tout. Dans la réalité, en off, il y en a plein qui te disent, attends que la Coupe du Monde se termine, et là on va sortir les dossiers. Notamment au Qatar, où on est excédé par l'attitude de la FIFA, certaines demandes, le fait qu'ils veulent politiser certaines choses, enfin bref, il y a énormément de tensions et beaucoup de gens au Qatar, des gens très importants dans le milieu du sport, te disent on en a marre de la FIFA, marre également des délires de Gianni Infantino qui veut être le centre de tout, etc. Donc il y a quelques tensions. Alors ils vont pas se le dire en face, mais visiblement, on a préparé déjà les couteaux après la Coupe du Monde. Dans le même temps, la somme qui devait être investie pour toutes les constructions et tout ça, ben en fait, elle a dépassé. Alors là, on a de la surfacturation, vous n'imaginez même pas. J'ai presque envie de dire, c'est comme dans toutes les compétitions internationales sportives. Aujourd'hui, le cahier des charges est délirant. Là, il avait été mal calculé. Et dans ces calculs un peu précaires, on se rend compte qu'il y a des prestataires au Qatar qui n'ont pas été payés et qui ont plié les gaules. Ce qui fait que ça inquiète un petit peu l'organisation. Alors, outre les problèmes de logement, de personnel dans les hôtels de luxe, etc., les fuites incroyables parce que là tout sort, notamment les gens qui sont payés par le Qatar pour dire que c'est magnifique et tout. On a vu ces vidéos quand même assez pantalonesques, assez ridicules, honnêtement on est même dans le grotesque de fans français, brésiliens ou que sais-je encore. Alors ça rappelle évidemment le championnat de handball qui avait été organisé au Qatar et on le rappelle que dans quasiment tous les pays qui organisent des événements comme ça payent des influenceurs et tout ou des gens pour dire du bien du pays. Le problème c'est que des fois on le fait discrètement. Là, comme je vous l'avais déjà dit, le lobbying et tout le reste, honnêtement, c'est pas très discret. Et la FIFA est assez contente que ça se lâche et qu'on s'en prenne au Qatar et qu'on évite de s'en prendre à elle. Donc il y a un espèce de jeu de dupes, même si sur le papier tout va bien, on est très content. Et certaines personnalités du Qatar et de la FIFA, dans le dos, ils sont en train de sortir les couteaux. Dans le même temps, et là on ne risque pas d'en mettre une à la FIFA, qui je trouve est globalement très épargnée, la FIFA de Gianni Infantino. On rappelle que quand il y a eu la Coupe du Monde et tout, à un moment donné, ils étaient sur l'idée des stades climatisés. Et pour la FIFA, c'était bon, on allait faire des stades climatisés, il n'y avait plus aucun problème. Tu te demandes ce que fout la FIFA ensuite, que ça soit au G20, hein. Gianni Infantino est encore au G20, tout va bien. Il est là pour donner le message de la paix dans le monde. Bon, c'est sûr que la FIFA n'allait pas donner le message de on est contre la pédocriminalité vu les actes qu'ils font. Donc bon, ils se réfugient dans un message de paix, pourquoi pas. Et également contre le réchauffement climatique. La même organisation qui s'est dit « Ouh, la solution au Qatar, c'est les stades climatisés ». Sauf que ces grands intellectuels ont décidé après de changer la date de la Coupe du Monde pour la mettre en hiver. Donc il n'y a plus besoin de stades climatisés. Donc on a fait des stades climatisés pour rien. Mais c'était la solution avant, d'accord. Donc ça, c'est une incohérence et une énième incompétence de l'organisation monde du football, mais ça ne devrait pas vous étonner. Donc on va voir ce qui va se passer un peu au niveau organisationnel. Il y a quelques stades qui sont pas totalement finis aussi sur certaines choses, mais bon. En tout cas, c'était un long projet, notamment la ville de Lusail et tout ça. On pourra en reparler évidemment dans une vidéo dédiée. Maintenant, on va parler de quelques sélections qui aussi font l'actualité, et on va commencer par l'Iran. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que le retour de Carlos Queiroz, l'ancien coach portugais, donc ça a évidemment jeté énormément d'enthousiasme autour de la diaspora iranienne, parce qu'il est très populaire par la diaspora, mais également quand même au pays, vu ce qui s'était passé lors de la dernière Coupe du Monde et toutes ces années qu'il a passé avec la team Melli. Sauf que, vu ce qui est en train de se passer, les moments de protestation actuellement en Iran, qui ont été bien suivis par des footballeurs, notamment ceux qui jouent à l'étranger comme Azmoun, mais également des légendes locales comme l'exceptionnel Ali Daei, le grand buteur devant l'éternel, des Ali Karimi et tant d'autres, et bah Azmoun, tous ses commentaires avaient quand même pas mal déplu, et donc il y avait le doute, est-ce que Azmoun allait participer à la Coupe du Monde, est-ce qu'il y avait trop de pression politique contre Carlos Queiroz, qui s'est toujours battu pour ses joueurs? Et bah la réponse est non. Carlos Queiroz a pu prendre les joueurs qu'il voulait, même s'il n'a pas pu disposer du staff qu'il voulait, puisqu'il voulait notamment Yavadne Kounam, rappelez-vous, milieu défensif iranien, qui avait joué pendant des années en Espagne à Osasuna, qui n'intégra pas le staff du Portugais, pas mieux. Autre sélection où il y a pas mal de problèmes, d'eau dans le gaz évidemment, c'est la France. Alors, on va pas parler des affaires de la Fédération Française de Foot, même si aujourd'hui le Monde publie encore, et ça j'adore,
Le fameux audit qui était venu notamment suite à nos enquêtes dans le New York Times et des papiers dans le Monde, fait par Monsieur Molière, et on avait expliqué que c'était magnifique, parce que là, la solution du foot français pour aller mieux, c'est les audits. Rendez-vous compte, il y a quelques années, l'audit, en fait, il a jamais été publié en entier, il y a que Noël Le Graët et Florence Ardouin qui l'avaient, quasiment, et la personne qui a fait l'audit, et derrière, il l'a pas publié en entier, il l'a pas donné à tout le monde, il a donné qu'un grand résumé, pour la simple et bonne raison que derrière, ce monsieur a récupéré les contrats à la fédération, c'est lui qui va donner des cours de communication non violente, donc on est tombé. Imaginez le niveau de bassesse, à quel point on est tombé dans la cuvette des toilettes pour dire qu'on a besoin à la Fédé française, donc l'élite du football français, la plus grande fédération sportive, ces gens-là ont besoin de cours de communication non violente, payés évidemment rubis sur ongle à Monsieur Molière, qui a fait un rapport, un audit qui devait faire péter la Fédé, qui est finalement jamais sorti et qu'on voit plus de 2 ans plus tard. Mais bon, pas d'inquiétude, la ministre des Sports a dit qu'un nouvel audit allait être fait et qu'on allait sauver le football français grâce à ça, et s'il y avait des problèmes de mauvaise gestion. Mais oui, continuez à nous prendre pour des imbéciles, tout va très très bien. Et dans cette ambiance psychédélique, la directrice générale du foot français, Madame Ardouin, qui est la véritable patronne, rendez-vous compte, on lui a enlevé la gestion de l'équipe de France, qui avait créé un drame, sachant qu'elle avait tout fait pour Didier Deschamps. Elle s'en est plaint Didier Deschamps, qui a dit je ne peux rien faire. Brouille entre les deux, Florence Ardouin en veut à mort à Didier Deschamps, et on n'aurait pas été contre faire venir Zinedine Zidane. D'ailleurs, il y a des contacts, évidemment, parce que maintenant, évidemment, faut flinguer l'un, faut flinguer l'autre, et on se dit, si on ramène Zidane derrière, potentiellement on peut sauver nos fesses, tout va bien. Alors ils le font juste avant la Coupe du Monde, c'est magnifique, ces gens-là n'en ont absolument rien à cirer. Madame Ardouin, donc, elle pouvait pas voyager, la patronne, mais elle a obtenu une accréditation de l'UEFA, comme au tirage au sort, donc elle ne peut pas voyager avec l'équipe de France parce qu'on l'a plus ou moins dégagée, donc elle sera là avec l'UEFA, tout va bien dans le meilleur des mondes. En même temps, elle a voulu la tête de Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, parce qu'il s'était plaint, à juste titre, de l'activité de l'intendant de l'équipe de France, Monsieur Bachir, très très proche de Florence Ardouin et de Didier Deschamps, en disant mais attendez, un jour on va se faire choper, c'est pas possible, c'est pas déontologique, etc. Et là, quand tu vois l'affaire Verretou, en effet, ça laisse quand même, ça te met des zones d'ombre, on va dire ça comme ça. Et donc, Madame Ardouin, de par ses liens très privilégiés avec Bachir, elle avait dit non, elle s'était montrée contre ça. À un moment donné, il fallait la peau de Guy Stéphane. Donc après, c'est revenu sur Didier Deschamps, etc. Enfin, une ambiance de malade. Il faut imaginer que Bachir, il y a des gens, notamment Kylian Mbappé, il lui parle plus. La raison, j'en sais rien. Il y a le docteur de l'équipe de France, Monsieur Le Gall. Les mecs ne veulent pas suivre le protocole. J'ai eu problème avec Mike Maignan. C'est-à-dire qu'à Milan, on disait quelque chose. En équipe de France, autre chose quand il est venu. Notamment pour ça qu'il n'est pas là. Parce qu'il fallait, je sais pas, il fallait qu'il saute, etc. Alors qu'il était en convalescence et tout. En Milan, on disait l'inverse. D'où la petite vidéo, je crois, sur les réseaux sociaux de Mike Maignan. Il y a eu problème avec d'autres joueurs. Enfin bref. Donc entre le staff et les joueurs, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui te disent que le message de Deschamps, il ne passe plus comme avant. Alors c'est peut-être l'usure du temps, ça n'est pas que propre à Didier Deschamps. Mais là, tu as une ambiance de fin de règne à la Fédé, mais également dans le groupe. Alors ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de talent. Et on sait que des mecs qui veulent se mettre sur la gueule, rappelez-vous Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, à la grande époque des Lakers. C'était quand même pas toujours la joie dans le vestiaire. Les mecs, ils ont tout gagné, quasiment. Donc, ça veut rien dire des fois. Surtout que quand tu gagnes, souvent, t'es très pote avec tout le monde. Sauf que là, t'as un pessimisme, que ça soit le staff, les joueurs, tout le monde te dit, quand tu parles à leurs agents, quand tu parles à leurs proches, à leur famille, tout le monde tire la gueule. En disant, ça va être compliqué. Il y a vraiment un pessimisme global. Alors, tactiquement, on va repasser à 4 derrière. Là, aujourd'hui, on a testé un 4-3-3 avec au milieu de terrain, c'était Chouameni, Rabiot et Griezmann qui descendaient au milieu. Mbappé, Benzema et la dernière place entre Coman et Dembélé. Derrière à 4, Pavard à droite, Hernandez à gauche, Varane et ensuite quelqu'un qui l'accompagnera. Donc ça, c'était un peu ce qui est envisagé. Alors, le problème aussi, c'est qu'il y en a qui disent dans le vestiaire, oui, mais il en fait trop pour Griezmann. La question Griezmann est vraiment une interrogation de l'équipe de France. Dans le même temps, t'en as qui n'ont toujours pas accepté le retour de Benzema, les problèmes d'ego, le ci, le là. Alors il y a des clans, ouais. Il y a des clans dans quasiment toutes les équipes, même au niveau amateur, même nous quand on joue, dans n'importe quel sport. Surtout quand ça va pas trop. Mais là en fait, c'est que t'as pas vraiment de patron. T'as pas quelqu'un à un moment donné qui va siffler la fin de la récréation. Rendez-vous compte, quand je vous avais dit l'histoire du staff, c'est Noël Le Graët qui avait sifflé la fin de la récréation en disant bon, arrêtez avec Guy Stéphane, évidemment très proche de Noël Le Graët, laissez-le tranquille, etc., qu'il fasse le boulot. Donc c'est une pétodire. Néanmoins, est-ce que ça veut dire qu'ils vont se planter? Bah non, parce que quand tu vois le talent qu'il y a à toutes les lignes, tu te dis pourquoi pas. Et des exploits individuels, des fois ça te sauve. Alors est-ce que collectivement ils vont enfin trouver une alchimie, pourquoi l'équipe de France court depuis aussi longtemps? Seul l'avenir nous le dira. Autre fédération, c'est très compliqué, c'est la Tunisie. Alors, on en a parlé là sur Carthage Plus où j'ai été invité récemment. Et ce bon docteur Jarry, président de la Fédé, qui ne remet plus un pied en Tunisie, qui d'ailleurs veut rester au Qatar. Ou en France, en tout cas, évidemment, il ne me remettra pas les pieds après la Coupe du Monde dans son pays. Il demande l'aide de la FIFA, comme d'habitude. Regardez ce soutien populaire exceptionnel, évidemment, des Tunisiens exilés au Qatar et les autres qui sont venus
Donc magnifique. Par contre, le prénom, lui, il a été insulté copieusement, en effet. Mais ce n'est pas le seul problème, c'est tout un système un peu plus global. Alors, il y en a certains qui rigolent un peu de la liste avec les 4 gardiens, certains absents. On parle de plein de choses. Et là, il y a plein de trucs qui sortent pour flinguer le président, parce qu'il y a des règlements de compte, notamment politiques. C'est un peu compliqué. En tout cas, le sélectionneur Djanel Kadri, qui avait roulé sa bosse dans plein de clubs tunisiens et tout, certains disent ça fait pas l'unanimité, etc. En tout cas, c'est pas un mec méchant et tout, mais c'est vrai que certains lui reprochent d'avoir un petit manque de caractère, parce qu'en effet en Tunisie, des fois la sélection, ce n'est pas simplement le coach qui l'a fait, et c'est pour ça que depuis des années et des années, tu n'as pas, on va dire, un coach de top niveau, tu n'as pas quelqu'un qui a les coudées réellement franches pour faire ce qu'il veut. Alors qu'est-ce que va faire la Tunisie? C'est une bonne question, mais pareil, tu sens une ambiance de fin de règne, mais c'est aussi pour une génération, la génération des Kazri, des Naïm Sliti et de tant d'autres, l'occasion de faire quelque chose pour probablement leur dernière Coupe du Monde. Et attention quand même la Tunisie, parce que leur niveau récupérateur, les Ben Romdam et surtout l'Aïdouni, qui peut être une des véritables révélations de ce mondial, ça va envoyer et on va jouer avec le cœur comme il l'avait fait pour se qualifier face au Mali. On va parler également un petit peu du Maroc avec l'arrivée de Walid Regragui comme coach, et là c'est très intéressant parce que certains vont dire oui, tu changes de coach juste avant une compétition, ça peut être dangereux, patati patata. L'Iran a fait pareil, globalement grosse vague d'adhésion dans le groupe, et là pareil, parce qu'en fait ça t'évite les rancœurs. Si tu ne le faisais pas, il y avait tellement de rancœurs passées entre les anciens, l'ancien staff de Vaïd, etc. Là, tu arrives directement, tu n'as pas eu d'autres matchs avant, donc tout le monde veut impressionner le coach et t'oublies en fait les rancœurs, parce que là, tu es direct sur la compétition. Donc, quelque part, c'est bien. On rappelle qu'il y avait un accord depuis très longtemps entre Regragui et la fédération marocaine, sauf qu'il était encore entraîneur de Wydad, avec ce fameux doublé, le Botola et la Ligue des Champions. Donc, saison exceptionnelle. Regragui qui a quand même un palmarès assez fou depuis qu'il a arrêté sa carrière au Fus de Rabat. Al Douail aussi, où il a été champion au Qatar. D'ailleurs, il s'entraîne, l'équipe marocaine, je crois, s'entraîne de l'installation d'Al Douail, où il a laissé un très bon souvenir. Ce qu'il a fait au Wydad, maintenant la sélection, c'est quelque part la suite logique. Alors, on a le retour évidemment de certains cadres comme Ziyech, qui était parti de la sélection. Alors, les égos et tout, c'est jamais facile. Ce qui a été le plus compliqué, c'était la liste. Il y a plein de gens qui ont essayé d'influencer pour mettre l'un, pour mettre l'autre. Il y a pas mal de clans aussi, évidemment, entre les diasporas qui sont nés même en Italie aujourd'hui, en Espagne, aux Pays-Bas, en France, les joueurs locaux, etc. C'est toujours une mosaïque un petit peu, le Maroc, déjà à l'image du pays, de toutes ces diasporas-là. Donc est-ce qu'on trouvera la bonne musique? C'est vrai que l'absence d'Harit va aussi se faire sentir, mais il y a quand même tellement de talent. Reste à voir ce que ça peut faire. Est-ce que c'est pas aujourd'hui une des équipes qui peut être, entre guillemets, j'allais dire surprise? Non, parce que déjà, le dernier mondial, il passe vraiment à deux doigts dans le jeu, c'était vraiment quand même sympa. Qu'est-ce que peut faire le Maroc là? Wait and see. Et enfin un petit mot sur le Cameroun dans d'autres fédérations un peu tumultueuses. Alors là, c'est pas une fin de cycle, c'est plutôt un début de cycle, celui de Samuel Eto'o. Il y a eu plein d'affaires extrasportives, évidemment, le contrat d'équipementier, mais également sur l'ancien secrétaire général adjoint, je crois, qui a fait un petit peu de prison. Il y a plein de démêlés, des déclarations, enfin, ça n'arrête pas. Alors c'est vrai qu'il y a la personnalité de Samuel Eto'o qui tente quand même pas mal de choses, le ballon d'or au niveau local, ce qu'il essaie de faire pour les joueurs, il essaie de donner une ambition. Certains dans le groupe vont lui reprocher d'être trop présent, d'avoir trop d'ego, de vouloir trop commander. Est-ce que la liste des joueurs, c'est vraiment le coach qui a pu la faire librement? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres intérêts, etc. C'est vrai qu'au pays, on parle de l'absence de Michael Nga2, je dois peut-être mal le prononcer, le défenseur de Genk, qui était quand même un cadre de la sélection depuis tant d'années. Le retour de Nkoulou et tant d'autres, de quelques anciens. Énormément d'attaquants quand tu regardes, que ce soit les Bassogog, évidemment Vincent Aboubakar qui sera là, le retour de Georges Kevin Nkoudou, Brian Mbeumo de Brentford qui est là aussi, qui peut peut-être être l'une des révélations. En tout cas au Cameroun, il y a énormément de tension, énormément de pression mise par Samuel Eto'o, et derrière c'est vrai que l'État aussi pas mal investi, donc attend un retour, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, c'est important de profiter du foot, et pourquoi pas de ça aussi. Eh oui, mon 7ème livre vient enfin d'arriver. Officiellement, il est sorti hier, mais il y a eu un problème. L'imprimeur, les machines qui cassent, etc. L'éditeur, le distributeur. Donc, pour ceux qui l'ont commandé ici et là, vous le recevrez ces prochains jours. Vous pouvez le commander directement depuis le site de l'éditeur. Lien dans la description. C'est au Canada, en Belgique, Suisse, Maghreb, également de partout. La version électronique est disponible dans quelques jours. La vidéo de présentation arrive aussi. C'est 2 ans de boulot. Les plus grandes révélations que j'ai pu sortir. Des scandales d'État, en voulez-vous, en voilà, notamment vis-à-vis du financement du terrorisme international. On en parle très vite. Il n'y a pas que le football dans la vie, mais ça en fait toujours partie, même dans ces enquêtes-là. Comment Al-Qaïda a recruté par le biais du foot? Merci à tous pour le soutien, parce que comme je le répète, c'est grâce à vous que j'en suis là. Keep the faith.